Bonjour à tous. Enchantée, je m'appelle Sharon. Donc, je suis un account manager chez JFrog. Je m'occupe particulièrement de tout ce qui est région francophone. Encore une fois, enchantée et merci de nous joindre pour ce webinaire live. Avec moi aujourd'hui, j'ai Hamza Zawi. Hello Hamza. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Hamza Zawi, je suis solution architect à JFrog. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une démo interactive. Ça va être un mélange en fait de concepts liés à ce qu'on appelle ASCC, SSC, qui est la sécurisation de la supply chain, donc la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement de votre usine logicielle. Donc voilà, donc aujourd'hui, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, Sharon, Non, aujourd'hui, on peut faire l'agenda. je vais vous présenter au niveau les différents sujets qu'on va adresser ensemble aujourd'hui. Euh, donc, tout va tourner en fait globalement autour de JFrog X-Ray. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette solution ou si vous utilisez déjà la plateforme JFrog actuellement. X-Ray est ce qu'on appelle un outil SIA qui effectue de l'analyse de composition logicielle, ce qu'on appelle SIA. Et pour faire de l'analyse de composition logicielle de manière efficace, il faut prendre en compte en fait l'aspect universel, la capacité de scanner un composant logiciel et donc du coup de jongler ou de détecter éventuellement des vulnérabilités sur tout un ensemble de types de paquets. C'est typiquement le cas lorsqu'on a par exemple des conteneurs. On peut se retrouver avec du Java, du NPM, du Debian, etc., du RPM, tout dépend du type d'image Docker. Mais si vous êtes familier déjà avec Artifactory, X-Ray, il est un peu dans la même veine, c'est-à-dire qu'il est universel, il supporte différents types de paquets. Et ça, c'est un point important à noter. L'autre aspect, c'est en fait, d'avoir une visibilité sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Donc, on parle effectivement on va dire du sourcing, de la fabrication jusqu'à la livraison, etc. Et on aura l'occasion de rediscuter un tout petit peu plus en détail sur ce sujet. C'est vraiment avoir une visibilité sur le risque que peut engendrer l'utilisation de certaines librairies à chaque étape en fait, du cycle de vie de vos applications. Et ça passe effectivement par l'analyse des dépendances, etc. L'autre élément très important, c'est une fois qu'on a détecté des vulnérabilités, etc., c'est la rapidité ou le temps de réaction impliquant la résolution d'une vulnérabilité. Et c'est dans ce sens, en fait, qu'X-Ray, au-delà d'être un outil SIA, c'est aussi un outil, fondamentalement, c'est un outil d'analyse d'impact. Une des premières choses en fait que vous allez analyser une fois que vous avez votre rapport de vulnérabilité, c'est effectivement quelles sont les applications, quels sont les projets qui sont éventuellement impactés par cette vulnérabilité. Et comme toujours dans la vie, on ne peut pas tout faire à la fois. Il faut effectivement prioriser. On va aller au plus urgent et on va effectivement en fait adresser par exemple des actions de remédiation sur les applications les plus critiques ou les applications qui ont un niveau de sécurité élevé. Donc au-delà de cet impact analysis, de cette analyse d'impact, il y a aussi l'aspect contextuel. Même avant de prioriser, il y a effectivement en fait des filtres à mettre en œuvre pour pouvoir, suivant l'application ou le projet, en gros, savoir où mettre le curseur, si je peux m'exprimer ainsi. À partir de quel niveau je peux considérer qu'une vulnérabilité, une CVE, après il n'y a pas que les CVE, il y a d'autres éléments qu'on aura l'occasion de voir durant la démonstration. À partir de où est-ce que je dois mettre le curseur au final, suivant le type d'application ou de projet. Donc c'est vraiment lié en fait à la mise en place de politiques de sécurité ou des politiques de licence. C'est quelque chose en fait, c'est une autre chose en fait qu'X-Ray est capable de faire.
Ou alors aussi gérer des risques opérationnels, donc par exemple des risques d'obsolescence, ce genre de choses. Alors, je vais me permettre juste, Hamza, avant que tu continues, Oui. juste pour faire le petit questionnaire qu'on a pour nos... Alors, je vais juste terminer. Je vais Ah, juste terminer. Évidemment, ça, c'est l'agenda, mais je vais juste terminer. J'ai encore en fait 2 items. Et après, je effectivement, t'en on prie. passera. Merci de le noter, Sharon. Mais très rapidement, j'en ai terminé avec l'agenda. Il y a aussi l'aspect intégration. J'ai Artifactory, j'ai X-Ray, j'ai d'autres outils, bien évidemment, dans ma stack. Un outil de CI, j'ai mon gestion de code source et probablement en fait d'autres outils. Et l'aspect intégration est extrêmement important. Et après, l'aspect centralisation. Éviter en fait d'avoir en fait des résultats de scan réalisés par différents outils à différents endroits, etc. Il faut à un moment donné centraliser. Et pour pouvoir centraliser, eh ben, il faut intégrer. À un moment donné, il faut du coup se plugger. Et pour cela, en fait, on a l'API REST, le CLI, on a aussi des plugins, on a le Frogbot, on en discutera un tout petit peu, qui permet en fait, c'est un dependency bot, au niveau de votre gestion de code source, etc. Pour finir, X-Ray en lui-même, en tant que produit, peut être installé on-prem, même dans des environnements ultra sécurisés qui ne n'offrent aucune connectivité avec le monde extérieur. Lorsque je serai un composant, il n'y a pas forcément d'infos qui est envoyée à l'extérieur, je peux fonctionner en vase clos. Il est aussi offert en fait en mode SaaS. Ça, c'est aussi une possibilité. Et on peut, dans un sens, aussi fonctionner en mode hybride, où je peux avoir en fait une partie de ma plateforme on-prem et l'autre partie disponible, par exemple, en mode SaaS. Voilà. On va passer maintenant en fait au petit sondage. Sharon, je te passe la main. Merci beaucoup, Hamza. Alors du coup, déjà juste pour vous dire à tous nos participants, n'hésitez pas à chaque moment du webinaire d'écrire une question dans le chat. Hamza s'arrêtera à des temps voilà spécifiques pour lire les questions et y répondre. C'est quelque chose qu'on veut avoir voilà d'interactif avec vous. On aura également à la fin du webinaire à peu près un quart d'heure, 10 minutes, voilà, pour faire un petit Q&A. Mais on veut également en live avec vous, voilà, donc n'hésitez pas à écrire des questions. Et là, tout de suite, donc, vous allez avoir sur votre écran un petit sondage. Voilà, si vous pouvez répondre rapidement aux 2 petites questions. Et ensuite, on continuera avec la suite. Voilà, encore un petit instant. Okay. On voit quand même qu'on a une majorité de personnes utilisant déjà Artifactory. Oui, C'est intéressant. oui, oui, Et, oui. Ouais, ouais. la moitié utilisant déjà X-Ray. Mhm. Mais alors, même si vous utilisez déjà X-Ray, peut-être même vous l'avez déjà mis en prod, n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit comme question sur un élément en particulier. C'est un peu l'avantage d'avoir une session live, c'est qu'effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions et je m'arrêterai de temps en temps pour y répondre, pour sinon aller dans des points bien précis. Super. D'accord. Donc, c'est OK. Merci beaucoup à tous d'avoir répondu à tout ça. On va, voilà, je crois que vous pouvez voir également les réponses. Il y a 60% de nos participants qui sont intéressés surtout par le software supply chain sécurité. Ça, c'est important parce que c'est vraiment un sujet chez JFrog qu'on essaye de mettre énormément en avant. Et donc, du coup, je vais laisser Hamza reprendre le stage. Merci encore à tous et n'hésitez pas de poser des questions dans le chat. Ça marche. Merci, Sharon. Donc, je vais aller très, très rapidement parce qu'on a quand même une majorité de personnes qui connaissent déjà Artifactory, si pas l'entière majorité.
Donc, globalement, en fait, dans cette plateforme JFrog qui est composée de différents produits, Artifactory par la gestion des binaires, Xray pour l'analyse de sécurité, l'analyse de composition, l'analyse de sécurité, l'analyse des licences, des risques opérationnels. Xray intervient à différents endroits. Je vais montrer en fait un autre slide avec un peu plus de détails. On a aussi distribution qui permet plus côté livraison, ou côté release ou même déploiement, de pouvoir du coup distribuer des artefacts ou des releases virtuellement packagés d'un point A de l'usine logicielle vers plusieurs points de consommation. On peut voir ça comme des data centers ou des environnements cloud. Et Xray, il intervient aussi à ce niveau-là pour scanner différents types d'objets que l'on a dans la plateforme. Donc, on a les artefacts, on a les repositories, on a les builds, on a aussi les release bundles. Et on verra en fait qu'Xray est capable en fait de mener différentes actions à bien dès qu'une violation, par exemple, est déclenchée. OK. Donc, je parlais en fait de l'intégration et je parlais même il y a une seconde des différents objets qu'Xray est capable en fait de traiter. Ces différents objets, ils sont la plupart du temps créés au moment en fait de la CI. Quel que soit le type, d'ailleurs, le type de l'outil d'intégration que vous avez en place, soit du Jenkins, du GitLab, du JFrog Pipeline, pourquoi pas, nous avons aussi notre propre outil de CI/CD. C'est vraiment l'orchestrateur et l'outil de CI qui va à un moment donné lancer la compile, lancer les jobs de fabrication, récupérer les dépendances. Et c'est un moment crucial parce que c'est à ce moment-là que via l'utilisation de certains plugins, plugins JFrog, que ce soit des plugins pour certains CI ou alors utiliser la CLI, on va être capable en fait de capturer des informations cruciales qui sont par exemple la liste des dépendances qui ont été résolues durant le build. Ça peut être des dépendances Java ou alors ça peut être des dépendances NPM, etc., etc. Et en capturant en fait ces informations et en les publiant dans Artifactory via ce qu'on appelle par exemple un build info, Xray va être capable en fait de scanner du coup vos builds, mais de manière atomique. Du coup, d'avoir un objet et d'appliquer par exemple une policy sur cet objet en particulier, sur un build. Alors, quand je parle d'un build, c'est le build et tous ses runs. Chaque fois que je vais lancer un build, il y aura du coup un nouveau run, un nouveau build info, un nouvel objet build publié dans Artifactory. Et dans ce cas-là, il m'est possible en fait d'appliquer une politique à ce build et ensuite de déterminer des actions automatiques qui vont conduire à récupérer l'information au sein du pipeline en lui-même. Et puis ensuite, des actions qui seront conduites dans Artifactory même. C'est-à-dire, si par exemple, j'ai une dépendance qui affiche des CVE d'un certain score, d'avoir du coup le composant bloqué dans Artifactory. Ou alors récupérer l'information côté CI et d'avoir une action qui va fêler le build. Ou alors j'ai un objet release bundle que je veux distribuer de mon usine logicielle, de mon département édition vers des zones prod. Xray va intervenir par exemple pour bloquer la distribution de ce release bundle. Il va aussi faire de la notification, donc envoyer des emails, s'intégrer avec Slack, s'intégrer avec Jira, par exemple, créer un ticket Jira, ce genre de choses. Si, par exemple, le traitement de cette violation nécessite, par exemple, de passer par un workflow qui serait, par exemple, défini dans Jira. Ça, c'est le cas typique, ce genre de choses. Et donc, du coup, là, effectivement, on peut voir comme je le disais dans l'introduction, que l'aspect en fait end-to-end est important, l'aspect de bout en bout, excusez-moi, l'aspect de bout en bout est important parce qu'effectivement, il y a tellement d'étapes cruciales dans votre cycle de développement et de livraison qui peut engendrer un risque d'attaque, une vulnérabilité lié à l'utilisation, la plupart du temps, en fait, d'une librairie open source. Ce n'est pas uniquement le cas. Il y a aussi des mécanismes qui permettent de s'assurer, par exemple, de l'intégrité, d'avoir du trust au niveau des composants qui sortent, par exemple, de votre CI. Donc, c'est, par exemple, l'utilisation de Sign Pipeline, chose qui n'a absolument
par ailleurs rien à voir avec X-Ray, mais c'est aussi un élément qui est important de prendre en compte lorsqu'on parle de sécurisation de la chaîne d'approvisionnement logiciel. Aujourd'hui, durant cette démo, on va sur la sécurisation des repositories, de vos dépôts, dans lesquels sont stockés les composants, différents dépôts, ça peut être des locaux, ça peut être des remotes qui pointent du coup vers les repos publics. Et donc, par exemple, utiliser X-Ray comme firewall entre le monde extérieur et puis votre Artifactory pour du coup intercepter tout composant toute dépendance qui serait résolue depuis l'extérieur et s'assurer en fait d'une décontamination de toutes les librairies utilisées par vos projets. Ça, c'est, on va dire, une des premières étapes. C'est déjà s'assurer que vos développeurs, alors c'est important de noter, de un, ils se connectent toujours à Artifactory, ils ne pointent pas directement sur les repos publics. Ça, c'est déjà une bonne pratique, c'est-à-dire avoir vraiment en fait une certification des différents flux, des flux externes ou des dépôts publics qui sont utilisés. Et de deux, d'avoir les développeurs, enfin de fournir aux développeurs des moyens en fait au plus tôt de leur cycle de développement, de détecter par exemple, de faire en fait un état des lieux, des librairies utilisées et éventuellement s'il y a des CVE ou des conflits de licence, d'agir finalement au plus tôt. Et finalement, ça a mécaniquement pour but en fait de réduire le nombre d'actions ou de réduire en fait l'impact que ce type d'action ou ce type de risque pourrait avoir sur l'agilité de vos processus de fabrication. Donc, typiquement, le ratio des builds qui fait la cause, par exemple, de certaines CVE. Ce genre de choses. Je vois qu'on a une question. Oui, on a une question de M. Troalec, Robin. Oui, de Robin, oui, exactement. Donc, l'analyse scan des vulnérabilités est donc liée au build. Question. Suis-je alerté lorsqu'une vulnérabilité qui est détectée après un impact stack technique, après impact sur la stack technique, je suppose. Donc, log4shell, X-Ray m'indique tous les projets build vulnérables sans que j'ai à relancer un scan. Tout à fait. Alors, première question. Est-ce que c'est uniquement lié au build? Pas forcément. Ça peut être lié déjà au scan des remote repositories. Admettons par exemple, je prends l'exemple en fait d'un développeur. J'en suis même pas au stade de lancer mon pipeline. On n'est même pas au stade en fait du build qui tourne sur ma CI. Je suis par exemple un développeur, donc je vais travailler sur mon IDE. Déjà à ce stade-là, je vais avoir la possibilité d'avoir les listes, pardon, toutes les références aux librairies open source et d'avoir du coup des flags, des petits drapeaux, des indicateurs. Suite logique, une fois que j'ai fait mon développement, je vais bien évidemment lancer une compile sur ma propre machine. Et mon Maven Settings ou alors mon client NPM ou peu importe le type de package manager sera connecté du coup pour résoudre les dépendances depuis Artifactory. Et même à ce stade-là, en tant que développeur, si je fais un build sur ma propre machine, j'aurai potentiellement en fait une erreur m'indiquant qu'il y a une librairie, une dépendance qui n'a pas pu être résolue parce qu'elle était bloquée par X-Ray. Ça, c'est de 1. Alors là, c'est plus une approche restrictive, qui est de bloquer. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la plupart des clients qui commencent justement à implémenter X-Ray, ils ne bloquent pas, en fait. Ils ne bloquent pas, c'est plus une approche, en fait, d'observation, une approche informative, où finalement, je laisse le process tourner, je laisse X-Ray scanner, je peux construire mes rapports, mais je ne vais pas forcément, en fait, enquiquiner mes développeurs, ou chaque fois qu'ils vont lancer, en fait, un build de pré-commit, ils vont avoir une erreur, leur compile va failer, etc. Ça va impacter la productivité. Par contre, l'aspect contextuel est important dans le sens où un développeur il va pouvoir faire du coup un audit de son projet en utilisant la CLI. Comme finalement, vous savez, en fait, les développeurs NPM qui font un NPM audit, c'est exactement le même principe, mais en utilisant la CLI pour auditer un projet Maven, un projet Python, un projet NuGet, etc., etc. Et toute une liste en fait, de package manager supportés. Et du coup, là, je vais peut-être un peu vite, je brûle les étapes, mais en fonction d'une politique de sécurité, le développeur, du coup, aura un audit contextuel. Ce ne sera pas uniquement, je lance l'audit,
j'ai une liste de CVE, j'en ai, je ne sais pas, un certain nombre. Et après, bon courage pour filtrer entre celles qui sont importantes, celles qui ne sont pas importantes, etc. Okay. Il y a aussi un aspect contextuel qui entre en compte. La deuxième étape, c'est une fois que les composants sont dans Artifactory, donc atterrissent dans des remotes, qui sont les proxys, ou alors atterrissent dans des repos locaux, donc après la compile. Même si je ne scanne pas au moment du build, X-Ray, il va quand même monitorer ces repositories, il va quand même être en mesure en fait, de builder des rapports et de mener des actions sur les composants qui se situent dans les dépôts. Okay, donc, il n'y a pas forcément en fait, besoin d'avoir de la métadonnée liée au build. Ce n'est pas une obligation. Le faire au moment du build en capturant des informations de build, c'est toujours intéressant parce que du coup, vous avez en fait une couche d'abstraction qui permet du coup d'agréger, d'avoir une enveloppe, si vous voulez, plutôt que juste scanner un dépôt et j'ai des centaines de milliers de composants et puis après j'ai un rapport de sécurité. Ça me permet, si vous voulez, de contextualiser, d'associer en fait une analyse à un projet ou une certaine application. C'est un peu dans ce sens-là où voilà, l'analyse au moment du build apporte en fait un plus. Okay. Après, si vous avez des ségrégations par repo par application projet, ça, dans un sens, ça vous donne aussi du contexte, on va dire. Okay. Plutôt que d'avoir un seul dépôt où je mets tout le monde va publier dans le même dépôt, ça c'est très très mauvais. Parce qu'effectivement, dans ce cas de figure, il y a peu de chances que vous puissiez en fait différencier et que chaque équipe ou chaque application ait son propre rapport. Okay. Je ne sais pas si ça paraît clair. Et du coup, la deuxième question par rapport au Log4Shell, c'est exactement l'intérêt qu'on a en fait d'utiliser un outil comme X-Ray. C'est que du coup, on effectue une analyse d'impact et pour une librairie vulnérable, je peux du coup avoir un listing de tous les ancêtres de cette librairie. Donc, il y a un concept en fait d'ancêtre dans X-Ray, un concept de descendant, en gros les enfants okay, d'un certain composant, et ensuite les parents, okay, les ancêtres de ce composant. Et les ancêtres, ça peut être, si je prends par exemple le Log4j, ça peut être un WAR, ça peut être une image Docker. Au-dessus de ces composants, ça peut même pointer sur un build, un run en particulier, ça peut pointer sur un release bundle. Donc, c'est un peu cet impact, l'analyse d'impact, c'est un peu le nerf de la guerre dans ce cas de figure. Et il n'y a pas besoin de relancer un scan. Donc, ça, c'est un autre point important. X-Ray effectue en fait du scan en continu. Okay, donc, en fait, il y a un concept de watch qui permet en fait de garder un œil sur les repositories. Et dès qu'il y a un changement, un nouveau composant, un changement de politique, immédiatement, c'est quelque chose qui est pris en compte et du coup, il y a des alertes et ce genre de choses. Okay, donc, il n'y a pas forcément besoin d'un trigger. Okay, ça, c'est vraiment important. Okay, pas besoin d'appuyer sur un bouton. Il faut configurer et après, laisser X-Ray garder un œil et alerter si jamais il y a un événement, on va dire. D'accord ? Donc, Robin, j'espère avoir répondu à ta question. Si ce n'est pas le cas, écoute, on pourra en rediscuter. Tu pourras reprendre contact avec nous. Voilà. Merci en tout cas pour tu as eu un petit pouce, donc je crois que c'est OK. Nickel. OK. Et donc, effectivement, on a un peu évoqué la partie en fait shift left. Donc, cette partie shift left, on va juste prendre 2 minutes pour détailler un tout petit peu. Elle prend plusieurs formes. Donc, la première forme, je l'ai déjà mentionné, c'est l'intégration avec les IDE. Il y en a plusieurs qui sont supportés. Je peux contextualiser cette analyse en fonction d'une politique. On a aussi la capacité d'ignorer, okay, de faire du tri, du coup. C'est aussi l'étape suivante, de faire du tri, de définir en fait tel ou tel CVE comme un false positive, d'un faux positif, etc. Et du coup, ces règles ignorent, ces règles en fait d'ignorer ces CVE sont centralisées en fait dans X-Ray. Donc, éventuellement, d'autres développeurs peuvent bénéficier en fait de ces actions. Okay, si à un moment donné, il y a quelque chose qui a été ignoré. Okay, donc, c'est un peu un concept mutualisé. Donc, il y a l'IDE, on a quelque chose qui s'appelle Frogbot, c'est un bot qui fonctionne sur GitHub, GitLab, etc., et qui permet de faire justement de l'analyse de dépendance et par exemple d'avoir des étapes de validation pour valider les pull requests. Une fois que les pull requests sont mergés sur la branche principale, d'avoir de l'analyse en continu et de pouvoir même avoir Frogbot automatiquement créer des pull requests pour suggérer du coup de manière automatique des rémédiations. Donc, du coup, il y a une pull request qui est créée automatiquement pour dire, voilà, Frogbot, il va dire, telle version résout cette vulnérabilité. Voilà, je te prépare cette pull request, tu peux y aller et appliquer ce changement
on va dire, enfin, pas de manière automatique, il faudra appuyer sur un bouton, mais voilà, ça offre des possibilités de ce côté-là. Et ensuite, on a la CLI qui permet effectivement de faire de l'audit sur différents types de package manager, de l'audit de code source. Enfin, quand je dis code source, je me comprends, c'est les pommes, c'est les différents manifestes de package manager pour détecter de manière directe et transitive toutes les dépendances, ou alors même faire de l'analyse de binaire. Donc, j'ai une image Docker sur ma propre machine ou sur un bull runner, et je désire par exemple faire de l'analyse récursive avant de publier ce composant dans ma registry. C'est un autre concept de shift left parce que ça permet du coup, si à un moment donné un composant, le binaire en lui-même qui est sorti de la compilation, si à un moment donné il ne satisfait pas vos règles de sécurité, à quoi bon le pousser dans la registry au final et à consommer du stockage, à faire du clean-up par la suite, etc. etc. OK. Alors, avant de vous remercier, il faudrait déjà qu'on passe à la démonstration. Pardon, excusez-moi. Non. Est-ce que... voilà, je vais passer sur maintenant la partie X-Ray. OK? Et on va voir pas à pas ce qu'il est nécessaire de faire. Attendez, je vais remettre le mot de passe. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, voilà, à écrire dans le Q&A. Hamza y répondra avec grand plaisir. Je vais zoomer un tout petit peu, ça va être un peu mieux. OK. Donc, voilà, on atterrit dans Artifactory. OK, donc Artifactory, effectivement, j'ai mes différents dépôts. J'ai mes différents dépôts de différentes technologies. J'ai des locaux et les remotes. Je pense pas besoin de passer plus de temps sur ça. OK. Juste peut-être un point à mentionner. Pour avoir une politique d'analyse efficace, il est important, dans la mesure du possible, d'avoir une organisation de vos repositories qui reflète finalement les différentes étapes du cycle de vie de vos applications. D'abord des repos de type dev pour une certaine application. Vous pouvez voir ici, par exemple, j'ai My App, j'ai un dev, j'ai un prod, j'ai un staging. C'est la même chose en fait pour la partie Maven. J'ai un remote. Et ça me permet du coup de pouvoir appliquer des politiques de sécurité en fonction du cycle de l'étape, okay, dans laquelle se situe en fait mon composant. Au début, d'être flexible, okay, et au fur et à mesure de serrer la vis. Donc, au fur et à mesure, voilà, si je me retrouve à un moment donné en prod avec une release et qu'une certaine CVE a été déclarée, remontée maintes et maintes fois côté dev et qu'ils n'ont rien fait, ben à un moment donné, il y a du blocage. Mais au début, il faut quand même que je laisse le temps aux gens en fait, de se retourner et leur laisser en fait, un temps de réaction. Donc ça c'est important. Si j'ai une seule registry, là, c'est beaucoup plus difficile en fait, d'appliquer des politiques de sécurité en fonction en fait, du niveau de maturité de mes composants. Mais la première étape, ça va être du coup, une fois que j'ai X-Ray qui est installé, ça va être de configurer X-Ray pour indexer certains repositories. Alors, ça peut être tous mes repositories ou ça peut être aussi certains repositories sur lesquels voilà, une analyse est vraiment nécessaire. Donc, cette première étape est aussi importante, on va dire. Si je décide à l'aveugle de scanner tous mes repositories, qu'est-ce que ça veut dire derrière? C'est simple, hein, la traduction. C'est-à-dire que je vais avoir une tonne de CVE, pas forcément des CVE, enfin, pas forcément des choses qui sont, comment dire, qui importent finalement. Il y a certaines applications développées en interne, uniquement utilisées en interne, qui ne vont pas forcément servir le métier, qui ne seront jamais exposées. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au final, il y a aussi cet aspect profiling, profiler les applications, les associer en fait, c'est la gouvernance, les associer à des niveaux de sécurité, etc. C'est ce qui va permettre du coup, là, d'indexer les repositories. Et indexer un repository, ça veut simplement dire qu'X-Ray, du coup, il va les avoir sous son radar. Okay, si un repository n'est pas indexé, je peux publier, mais il n'y a rien qui va se passer. X-Ray, il sera totalement aveugle vis-à-vis de ce repository. Donc, en gros, c'est les mettre sous le radar d'X-Ray. Les mettre sous le radar d'X-Ray. Et ça va concerner en fait plusieurs ressources. Ça va concerner en fait des repositories, ça va concerner des builds, okay, des remotes, des locaux, etc. Dès que je mets ça en marche, immédiatement en fait X-Ray, il va commencer à indexer les composants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va prendre chaque composant
il va, si c'est un composant en fait, qui est unitaire et qui ne contient rien à l'intérieur de lui-même, ben, il va l'identifier en fonction de son checksum, son type, sa version, etc. En gros, sa signature, il va calculer sa signature. Si c'est une archive, une image Docker, un WAR, un zip, un tar, en gros une archive qui contient d'autres composants, ben, il va vraiment prendre chaque composant, les indexer de manière récursive et en gros de haut jusqu'en bas, jusqu'à ce qu'il arrive en fait au niveau le plus bas et qu'il n'y ait rien en fait en dessous. Donc en fait, il va construire finalement ce qu'on appelle un graphe de composants. Et pour chaque composant, de manière individuelle, ben, il va les identifier et faire du mapping, regarder dans sa propre base de données s'il y a des CVE associés, s'il y a des informations de licence, s'il y a des risques opérationnels, ce genre de choses. En fait, c'est vraiment une pré-analyse, okay, de ce composant. Okay. Et cette indexation, elle est faite qu'une seule fois. Okay. Donc, éventuellement, si vous posez la question, combien de temps en fait X-Ray met de manière régulière en fait à scanner, par exemple, des images Docker, on va dire qu'il le fait de manière intelligente, c'est-à-dire que je vais builder plusieurs tags en fait de mon image Docker. Au fur et à mesure que ça va avancer, ça va être de plus en plus rapide parce qu'il ne va pas réindexer en fait des layers qui ont déjà été identifiés. Pas besoin de réinventer la roue et de refaire ce qui a déjà été fait. OK, ce genre de choses. Et ensuite, important à noter, il y a aussi une notion de rétention. La rétention, ce n'est pas la rétention des artefacts dans les dépôts, les artefacts restent dans les dépôts, hormis si vous lancez en fait une politique de purge. Ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, si je considère des artefacts comme étant trop anciens, je vais probablement vouloir en fait les retirer du radar d'X-Ray. Ils vont rester dans Artifactory, mais du coup, toutes les violations liées à ces composants, du coup, seront supprimées. Okay. Et ça c'est aussi pour limiter en fait la dette, okay, la dette technique liée en fait, voilà, des composants voilà, qui sont probablement obsolètes ou ce genre de choses. Okay. Ça c'est configuré. Okay. Si vous indexez un repository qui contient déjà des artefacts, okay, admettons que vous avez déjà Artifactory des dépôts, il faudra veiller, une fois qu'il est indexé, à lancer l'indexation via ce bouton. Okay. Et là, je pourrais dire aussi, OK, j'ai 300 000 composants dans mon dépôt, je vais uniquement scanner les composants qui datent, par exemple, de 90 jours, ou alors je vais indexer tous les composants, ou alors je vais même, pour ceux, je vais y arriver, pardon, pour ce dépôt, appliquer des patterns pour identifier des sous-ensembles en fait des sous-ensembles de composants, etc. Okay, si vous avez une registry Docker avec des tags, etc. Okay, via des patterns. Okay. Et là, du coup, ben, je fais index now. Et normalement, si tout va bien, vous devriez voir du coup le statut, l'état de l'indexing grandir jusqu'à ce qu'il indexe en fait tous les composants. Okay. C'est la même chose pour les builds. Les builds, alors si vous utilisez par exemple dans GitLab notre CLI ou dans Jenkins notre plugin, il faudra du coup en fait soit définir un pattern, okay, avant que le premier build soit défini. Alors si vous avez des builds qui sont clairement identifiés avec leur nom, avec une convention de nommage, vous pouvez définir en fait de manière proactive en fait des règles de whitelisting, de blacklisting. Et s'il n'y a pas de règles vraiment clairement définies, il faudra malheureusement au moins publier ce build une fois, si ça n'a jamais été publié dans Artifactory. Et une fois qu'il a été publié dans Artifactory, aller dans cette section et dire, ben voilà, ce build-là, à partir d'aujourd'hui, je le mets en fait sous le radar d'X-Ray et je demanderai à X-Ray en fait de l'indexer. Là, j'ai actuellement 2 builds en fait qui ont été indexés. Je m'arrêtais juste. Non, est-ce qu'il y a une autre question ou pas? Non, il n'y a pas d'autres questions. Pas pour l'instant. Attends une seconde. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Oui. Question de la part de Georges. J'ai une question. Si les unitaires ne sont scannés qu'une seule fois, qu'est-ce qui se passe lors de la mise à jour de la base de vulnérabilité? Il n'y a pas de nouveau scan sur une nouvelle vulnérabilité. Alors oui, ça c'est une autre bonne question. Merci Jorge de cette question. Donc ce qui va se passer, c'est que effectivement, c'est 2 points à relever. Qu'est-ce qui va conduire en fait X-Ray à conduire une nouvelle analyse d'un composant? Il y a 2 événements.
le premier événement, tu l'as mentionné dans ta question, c'est la mise à jour de la base de vulnérabilité. Donc, on s'appuie en fait sur une base qui est un agrégat, j'en ai pas parlé, mais c'est important, qui s'appuie en fait sur différentes sources de vulnérabilité, y compris JFrog, qui fait aussi de la recherche en termes de cybersécurité. Et donc, du coup, on s'appuie sur NVD, sur VulnDB, sur la base de données de sécurité Red Hat, sur Ubuntu CivicTracker, et il y en a d'autres, etc. Donc, il y a tout un ensemble de data sources. Donc, on a une équipe de cybersécurité qui agrège tout ça et qui va soit revoir déjà toutes ces CVE, donc faire de l'analyse, très fréquemment détecter des faux positifs. Ça, c'est très important. Mais en gros, s'il y a des vulnérabilités émergentes, elle va être du coup ajoutée dans la base de données. Pas dans votre base de données, mais dans notre data source. Du coup, votre X-Ray va synchroniser vers cette data source, importer en fait de nouvelles CVE. Ça va être fait en fait tous les jours. Tous les jours, il y aura en fait un nouveau sync. Du coup, c'est un événement. Donc, s'il y a des vulnérabilités émergentes, de nouvelles CVE, X-Ray va faire en sorte que tout ce qui a été préalablement indexé sera de nouveau analysé pour s'assurer en fait, pour refaire du mapping. Du coup, j'ai cette CVE. Est-ce que j'ai des composants dans Artifactory qui sont associés à cette CVE? Donc, du coup, il va le faire de manière automatique, ça. Et le stock de CVE, probablement pour un composant, va s'enrichir. S'enrichir. C'est une façon de parler. C'est pas forcément une bonne nouvelle dans votre cas, mais d'avoir plus de CVE. Mais en gros, vous voyez ce que je veux dire, ce sera fait de manière automatique. Ça, c'est le premier événement. Le deuxième événement qui va conduire à une nouvelle analyse, c'est la modification d'une politique de sécurité. Donc aujourd'hui, j'ai une politique de sécurité qui met le curseur à 8 en termes de CVSS score. Donc en gros, c'est à partir d'un score de 8 que je vais déclencher en fait une violation. Si demain je dis, allez, je baisse le curseur, je le mets à 5, automatiquement, X-Ray il va comprendre qu'il y a un changement de contexte et il va certainement en fait lever de nouvelles violations, ce genre de choses. Donc ça, c'est fait de manière automatique, dans ce cas de figure. Alors, on a d'autres questions donc, dans Gilles. les mails. Tu vois la question de François? Oui, tout à fait. Alors, on va répondre d'abord à François Leduc qui a posé la question dans le tout à fait. Oui, alors, puisqu'il y a un scan et une indexation automatique effectuée par X-Ray, quels sont les apports supplémentaires des bulles info qui sont calculés lors du build? Alors, François, je vais en parler dans quelques minutes. Je vais me dépêcher parce qu'effectivement, le temps file et ça, c'est très important. Vous verrez, François, en fait, quels sont les avantages. Je me la mets de côté là pour l'instant. J'ai une autre question en fait de Gilles, puis de la mise à jour de la base de vulnérabilité si on est dans un réseau déconnecté. C'est tout à fait possible. On peut le faire en connecté et en déconnecté. C'est-à-dire qu'en connecté, le databasing d'X-Ray, il va être fait en mode online. Il y a, si vous voulez même sécuriser l'accès en fait au niveau de votre proxy d'entreprise, on peut vous fournir 3 endpoints qu'il faut whitelister pour qu'X-Ray puisse accéder à l'extérieur et accéder en fait à 3 endpoints particuliers. Ou alors, je peux le faire en mode offline. Donc, mon X-Ray il est totalement isolé, il est dans un environnement air-gapped. Ce qu'il faut faire, du coup, si je le fais en mode offline, il faut que j'utilise la CLI de JFrog dans ma DMZ pour télécharger. En gros, il y a 2 zips, un pour les licences et un autre pour les CVE, et prendre ces zips, ensuite les importer dans ma VM via un mode sécurisé de transfert. Et ensuite, X-Ray, il va les ingérer. Il va détecter qu'il y a ces zips en fait, sur sa propre machine. Il va les décompresser et il va du coup les avaler. Il va ingérer. Donc, c'est tout à fait possible de le faire aussi en mode déconnecté. Et encore une fois, je tiens à préciser qu'il n'y a jamais aucune information qui est envoyée vers l'extérieur. C'est plus du pool. C'est plus X-Ray qui va du coup récupérer en fait ou enrichir sa propre base de données. Il y a une autre question de Cyril. C'est ça. Pour les licences des OSS, comment X-Ray les détermine? Licence de tête, scan en profondeur des sources, détection copier-coller de Stack Overflow. Oui, alors ce qu'on fait, c'est que du coup, on s'applique, et là, je vais passer directement en fait au paquet éventuellement. Comme ça, je pourrais répondre en fait à plusieurs questions en une seule action. Donc, je vais par exemple prendre Sample App. Il a également aussi posé, Cyril, par rapport aux licences des OSS. Les licences des OSS donc, apportent des contraintes d'architecture. Comment X-Ray est-il à savoir si notre composant respecte ou pas ces contraintes? Voilà, c'est également de la même personne. Donc, voilà. Oui.
D'accord, tout à fait. Donc, ce que fait, alors pour la partie licence, ce que fait X-Ray, il s'appuie sur plusieurs critères. Désolé. Il s'appuie sur enfin, lorsque l'information de licence est présente dans le paquet, donc par exemple un fichier licence.txt, qui vient par exemple avec un jar, X-Ray va s'appuyer sur cette information, mais il va aussi s'appuyer sur les informations que l'on a en base de données. Donc nous, on fait du coup, en fait, dans nos bases de données, on a un mapping entre les identifiants de composants et les licences open source associées. Comment est-ce qu'on le fait dans notre cas de figure? On s'appuie sur les projets open source. Sur les projets open source, après parfois dans des dépôts publics, il y a l'information. Mais en gros, on fait de la recherche pour savoir, en fait, pour faire cette association. Et c'est comme ça, en fait, qu'on alimente notre base de données. Donc, c'est comme ça, en fait, par exemple, ici, que j'ai, par exemple, une application qui s'appuie sur un ensemble de librairies open source. Et ensuite, X-Ray, il va vous dire, par exemple, voilà, j'ai tel composant, il est distribué sous telle ou telle licence. Si je prends, par exemple, une image Docker, allez, je vais prendre un build qui vient justement de notre Jenkins. Allez, c'est une image Docker. Là, pour avoir cette information de licence, lorsque vous utilisez X-Ray, vous avez accès à ce tab X-Ray. Et du coup, vous avez accès à toutes les licences, à tous les composants de manière agrégée qui existent dans cette image Docker et les licences associées. À ce stade-là, il n'y a pas forcément en fait, de règles définies. Et là, c'est ensuite l'étape suivante. En fait, il faut définir des règles pour les licences, mais aussi pour la sécurité, les risques opérationnels. Mais c'était juste pour vous montrer, suite à l'indexation, ce que va pouvoir faire X-Ray, c'est prendre par exemple le build. Mais si vous n'utilisez pas le build info et que vous poussez uniquement une image Docker, en fait, l'image Docker sera en niveau 1. Ça, c'est aussi possible. Donc, j'ai l'image Docker, j'ai des layers. Dans ces layers, par exemple, ici, j'ai des packages RPM. Dans celle-ci, j'ai mon application. Donc, l'application qui a été buildée et qui elle-même contient en fait des dépendances qui sont elles-mêmes listées de manière récursive. Et j'ai des flags. Donc, ça, c'est un peu le résultat en fait de l'indexation. C'est à partir de ça, une fois que l'arbre de dépendance a été défini, à partir du moment où l'arbre de dépendance a été défini, que X-Ray va pouvoir du coup lister l'ensemble des composants, etc. Donc, j'ai les licences, information de licence, j'ai les CVE, l'aspect CVE, ici, je vais rezoomer, où là, effectivement, j'ai un inventaire complet des composants qui sont dans mon image Docker, et la liste des CVE, le composant, la sévérité, la version affectée, et ensuite une version permettant de, on va dire, remédier à cette vulnérabilité. Donc, pour les CVE, vous avez soit des informations que JFrog a récupérées de la source initiale de vulnérabilité. Donc là, par exemple, avec le summary, la description, la version qui est vulnérable. Maintenant, si vous vous retrouvez dans un cas où vous avez une petite fiole verte, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais cliquer dessus. Ça veut dire que non seulement on s'appuie sur les informations qui ont été fournies par la personne ou l'organisme en fait, qui a publié cette CVE, mais en plus de ça, côté de JFrog, notre équipe de cybersécurité va faire une analyse complète pour vraiment vous donner en fait, des informations sur le côté applicable ou pas de cette CVE. Suivant le contexte. Par exemple, ici, si pip il est exécuté d'une certaine façon, avec certains paramètres, donc, alors attendez, j'ai trop de choses sur mon écran. Donc, du coup, effectivement, ça pourrait conduire à une remote code execution. Donc, si à un moment donné, vous regardez en fait votre code source et vous apercevez effectivement, non, je n'utilise pas effectivement ce paramètre, je n'exécute pas avec ce paramètre, du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez potentiellement ignorer en fait la violation. Et vous avez ensuite des informations de rémédiation parce qu'il n'est pas forcément aisé de toujours en fait passer sur une version d'une librairie. Il y a des impacts fonctionnels également. Ce genre de choses. Donc, du coup, par rapport à l'utilisation du build info,
Ok, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est de pouvoir, en fait, imaginons que vous avez un build, en fait, qui build plusieurs composants. Il n'est pas forcément aisé de conduire une analyse composant par composant, d'agréger le tout, etc. Avoir le build info, ça vous donne finalement, c'est une sorte de photographie de votre process de build. C'est là, effectivement, où je vais pouvoir savoir quels sont les composants qui ont été publiés, quelles sont les dépendances qui ont été utilisées, et du coup, de mener une action, d'avoir une visibilité directe sur le build en question. Et alors, effectivement, je ne l'ai pas ici dans cet exemple, mais de faire de la promotion de build et de conditionner la promotion par l'analyse, en fait, de ce build en question, comme une enveloppe. Il faut voir ça, finalement, comme une enveloppe. Ce qu'on a tendance à dire aussi, c'est le SBOM JFrog. Okay, ça, c'est un SBOM. Okay, c'est en gros un inventaire. Okay, donc, en gros, je fais l'analyse un peu à l'aveugle. Enfin, excuse-moi du terme, mais je me contrefous un peu de savoir quels sont les composants qui ont été produits par ce build. Ce que je veux, moi, c'est scanner cette instance de build, ce run. Et donc, X-Ray, lui, il va du coup identifier toutes les dépendances comment dire, et les dépendances et les composants, en fait, inclus dans ce build. Okay. Alors, Hamza, il nous reste du coup 10 minutes, donc si tu peux répondre, il y a 2 questions dans le chat pour être sûr qu'on leur répond. Voilà, donc oui. c'est. Alors, est-ce que tu peux Sharon, quelle question? Parce que j'ai un peu Oui, bien sûr. Alors, le c'est de fil. la part de Rodolphe. Pour les installations on-prem hors ligne, quel volume de données doit être synchronisé avec les data sources chez JFrog? À quelle fréquence? Et également, X-Ray détecte-t-il les licences des sous-composants incorporés dans un paquet si aucune information n'est formalisée dans les POM ou manifestes? Si oui, par quel mécanisme? Alors, le mécanisme, j'en ai parlé en fait il y a quelques minutes, mais peut-être que la question est tombée effectivement à Oui. ce moment-là, etc. S'il n'y a pas d'informations fournies dans le paquet ou dans le POM, etc., on va se baser sur notre propre base de données. Okay, on a l'information, nous, de notre côté. Okay. L'information qui est contenue dans le paquet va juste venir en confirmation, éventuellement. Okay. Mais l'information, on l'a déjà dans notre base de données. Si vous avez un jar qui est open source, à partir du moment où on parle de composants open source, on est bien d'accord, X-Ray va pouvoir faire du mapping par rapport à l'information qu'il a dans sa propre base de données. Donc ça, c'est quelque chose. On est bon là sur celle-ci, c'est ça? Ensuite, c'est X-Ray détecte-t-il les licences? Alors, c'est ça. Alors, à quelle fréquence? Parce qu'il y a aussi la première question. Quel est le volume de données que X-Ray, du coup, doit synchroniser ou récupérer depuis l'extérieur pour synchroniser sa propre base de données? Donc, le volume initial, lorsque je démarre, hein, X-Ray, il a une base totalement vierge, c'est de l'ordre, en fait, de quelques dizaines de terabytes. Dizaines de gigas. Non, je vous ai fait peur, je pense. De quelques gigas. Voilà, il faudra récupérer ensuite ces zips. Donc, c'est en fait la synchronisation initiale, effectivement, qui peut prendre ça peut prendre quelques heures, pour synchroniser la base de données à partir du moment où j'ai récupéré en fait soit les zips ou je le fais en mode online. Donc, c'est à peu près la quantité de données. Et ensuite, la mise à jour quotidienne, ça va être, c'est pas fou, hein. Ça va être de quelques dizaines de mégas, hein, je dirais, chaque jour, on va dire. Ça, voilà, éventuellement une centaine de mégas, mais pas plus que ça. Alors, on vous en prie, Rodolphe. Merci d'avoir posé les questions. Alors, du coup, on en a encore pas mal du coup dans le Q&A. Alors, si vous permettez, parce qu'il y a un élément important, et je vois aussi qu'il y a des questions sur ça. Il y a un élément important, une fois que les repos ont été indexés, c'est d'avoir l'analyse contextuelle. L'analyse contextuelle, du coup, de définir en fait des règles. C'est vraiment là où je vais définir des règles. Donc, c'est là où je vais aller dans la partie Watch et Policy. La première étape, du coup, c'est de définir, par exemple, une règle de sécurité. Et on va dire que ça peut être une règle globale, à toute l'organisation, Global Policy, Sec Policy, par exemple, Sec Policy, Security, parce que c'est important de noter parce qu'il y a d'autres types de règles. Et c'est là, finalement, que je vais pouvoir définir, excusez-moi, je vais m'exprimer différemment. On a une politique, et dans une politique, on peut avoir plusieurs règles. Et c'est là, effectivement, que si j'ai plusieurs niveaux de sécurité dans ma politique globale,
je vais pouvoir dire, par exemple, pour tout ce qui est hautement critique, OK, donc c'est au critical, critical, je vais, par exemple, faire une escalade immédiate et notifier, OK, en urgence, par exemple, quelqu'un de l'équipe sécurité. OK, je vais créer un ticket Jira. Je vais, par exemple, fêler le but. Alors là, effectivement, en termes d'action restrictive, là, je ne vais même pas calculer, ça va fêler le but. OK, donc, je peux créer ça, par exemple, même bloquer le download. Donc, ça, c'est pour critique. Et ainsi de suite, je vais pouvoir, du coup, être de moins en moins restrictif, de plus en plus permissif, du coup, et faire, par exemple, bah, ça, c'est high. OK, et tout ce qui est haut, de niveau haut ou au-dessus, ça ne veut pas forcément dire que ça va prendre en compte le niveau critique, ça va le faire par delta. Vous voyez, je veux dire par tranche. Okay, en gros, voilà, j'ai plusieurs tranches et donc du coup, ça va ici, je vais par exemple notifier le déployeur, encore créer le ticket, mais peut-être pas bloquer et peut-être pas affiler le but. En gros, vous voyez ce que je veux dire, ça vous permet en fait, suivant le niveau de criticité, et si par exemple vous avez d'autres niveaux ou des niveaux intermédiaires, il est possible aussi de définir en fait des plages en fonction du score et de voir autant de niveaux que vous voulez. Après, il faut rester raisonnable. Quand on dépasse un certain nombre en fait de paliers ou de tranches, à un moment donné, les gens peuvent ne plus s'y retrouver. Okay, on peut finalement se prendre les pieds dans le tapis. Okay, en termes d'action. Okay, donc là, voilà, j'ai deux règles. Je la crée. OK. Donc là, à ce stade-là, il n'y a rien qui se passe. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais voilà, il n'y a rien qui se passe parce qu'en fait, il manque une étape cruciale qui est de créer la watch. Et c'est dans ma watch que je vais en fait associer des repositories et des builds. Donc là, j'ai un build, mais je pourrais aussi associer, par exemple, tous les repos en fait liés à mon projet. OK. Et je peux aussi, si nécessaire, je suis parti un peu vite, appliquer même des filtres ici pour uniquement cibler des sous-ensembles de dépôts, pour monitorer des sous-ensembles de dépôts. Okay, le type de paquet, la propriété en fonction du nom du paquet, etc. Okay, là, dans un registre Docker, ce sera éventuellement des namespaces. Okay, même si je vous suggère fortement, au lieu d'avoir une tonne de namespaces dans une registrie Docker, d'avoir des repos séparés par projet. Peut-être pas par application, c'est un peu extrême, mais au moins par projet, on va dire. Okay, donc là, bon, j'ai sélectionné mes dépôts. Okay, qu'est-ce qui me manque? J'ai raté un truc. Je les ai ajoutés. Les filtres, les repositories. Non, ben je ne sais pas qu'est-ce qui me veut, parce que là, j'ai inclus tous les repositories. J'ai dû louper un truc. Ah non, mais mes repositories sont déjà là. Je suis désolé. Ils sont déjà en place. Donc, je n'ai rien besoin de faire ici. J'ai mon build. Et ensuite, dernière étape. Dernière étape, sélectionner les policies. Et finalement, c'est à partir de cette watch, finalement, que je vais avoir des violations qui sont calculées. Bon, là, il n'y a aucune violation qui a été calculée, mais c'est comme ça que ça va se passer. OK, pourquoi rien n'a été calculé? Je pense que le critère de sélection était un peu trop élevé. Là, il faudrait qu'en fait, que je descende en fait, le curseur du coup pour avoir des violations. Okay, on va peut-être faire je vais faire un test. Okay, et combien de temps il nous reste? 4 minutes. Je vais vraiment faire très rapidement. OK, OK, donc le bloc. Je me permets de dire Bloc. juste à tous nos participants, parce que je vois qu'il y a énormément de questions, on vous répondra en privé, ensuite par email, puisque là, on ne va pas avoir le temps voilà, de répondre à tous. Et également, on vous enverra donc le recording de ce webinar et aussi une vidéo, en fait, une démo déjà préenregistrée par Hamza qui pourrait peut-être répondre à quelques questions également posées ici dans le chat et dans le Q&A. OK. Donc là, j'ai changé en fait la sécurité. Donc, il est en train de recalculer. J'ai en fait une analyse. C'est pour le forcer. Après, lorsque vous faites une modification d'une politique ou d'une watch ou d'une politique, il faut juste attendre quelques minutes. Mais là, bon, là je suis pressé, donc j'appuie sur le bouton play pour du coup reforcer l'analyse. Donc là, normalement, il est en train de travailler pour du coup détecter des violations. Vous voyez, là, il en a détecté du coup 40. Okay, et donc, du coup,
moi, si je me place maintenant, pas dans la peau de quelqu'un qui va configurer ça, mais plus d'un utilisateur qui aura accès à certains repositories, etc. Donc, au jour le jour, on va dire, euh, les personnes ou les propriétaires de leur watch, parce que chaque équipe aura sa propre watch, c'est un peu le principe, va du coup recevoir en fait des violations. Donc là, c'est là que le filtrage intervient. Donc là, bon, je vais aller un peu franco en mettant toutes ces vérités, juste pour le but de la démo, juste pour générer des violations. Mais c'est là effectivement que les personnes vont analyser leurs violations. Et si nécessaire, c'est quelqu'un qui a posé cette question, si je ne me trompe pas, comment ignorer cette violation? Donc là, ignorer cette violation, vous avez tout un ensemble de filtres. Ça peut être pour un run du build, juste ce run-là en particulier, ou alors ça peut être tous les runs de ce build en particulier. Si j'ai d'autres builds ou d'autres pipelines, ça va être éventuellement pour tous les builds. Si je n'ai pas de build, rassurez-vous, je peux aussi le faire par composant. Okay, donc là, par exemple, c'est que pour la version de ce composant. Et si, par exemple, j'ai d'autres versions de la librairie pip, là, qui est apparemment, librairie Python apparemment qui est liée à cette CVE, ben, je veux aussi ignorer pour toutes les versions de cette librairie pip, ou éventuellement d'autres composants qui seraient associés à la même CVE. Okay, donc là, ça va être un scope beaucoup plus large. Et je vais pouvoir soit réduire ça à une watch, ou alors à toutes les watches. Donc, toutes les watches, généralement, ce n'est pas quelqu'un de l'équipe projet qui va décider ça. C'est plus une décision unilatérale, enfin, on va dire globale, qui va englober en fait tous les projets, okay, tous les repositories. Okay. Dans tous les cas, lorsque vous ignorez, il y a toujours une notion en fait d'ajouter la raison pour laquelle ça a été ignoré. Et un autre cas de figure qui me conduirait en fait à ignorer une violation. Une violation, c'est de la mettre en sommeil pendant une certaine période, donc de faire un snooze. Okay, donc ça, c'est typiquement quelque chose qui nous a été remonté par bon nombre de clients pour faciliter le triage. Il y a des choses que vous pouvez en fait actionner à très court terme, vous avez la solution. Et puis il y a d'autres choses, ça va demander plus d'analyse, forcément il n'y a pas de peut-être il n'y a pas de solution, mais vous n'avez pas forcément besoin d'avoir tout ça dans les rapports, vous le mettez en sommeil et dans 15 jours, ça reviendra. Donc il faudra mettre une date d'expiration, ce genre de choses. Alors, Hamza, je suis vraiment navrée, mais je suis obligée voilà, de t'arrêter là puisqu'il nous reste qu'une Oui. seule minute. Pour, Est-ce que tu voudrais qu'on passe vraiment en revue très rapidement les dernières questions? Il y a une question de Michael. il y en a quand même pas mal. Je Ouais. pense qu'il y a Alors, je plus vais faire très rapidement. Chaque projet peut donc créer sa propre watch. Est-ce que chaque créateur verra les watches des autres? Est-ce que c'est lié aux permissions auxquelles appartient l'utilisateur? Oui, c'est lié aux permissions. Donc, accéder en fait comment dire, au repository. Okay, il faut avoir droit d'accès en lecture à repository. Maintenant, les watches, il y a avec et sans JFrog Project. Donc, de manière native, OK, alors les watches seront visibles en fait par tout le monde. OK, tout le monde a accès à toutes les watches. OK. Maintenant, pour aller voir le détail de ce que les watches ont détecté et les composants, il faut avoir droit de lecture sur les composants. Maintenant, on a JFrog Project qui permet du coup d'avoir cette isolation. Okay, JFrog Project, ça permet du coup que chaque équipe a son propre projet et peut même gérer ses politiques de manière totalement confidentielle, totalement isolée, de même que les watches, etc. Donc, Michael, si vraiment vous voulez une isolation vraiment stricte, il faudra du coup penser en fait à gérer, à créer du coup des projets par équipe. Et du coup, au niveau des projets, il y a des permissions en fait associées. OK. Y a-t-il moyen de configurer des violations ou d'ignorer des vulnérabilités qui n'auraient pas de fixe version? Tout à fait. Alors ça, c'est au niveau de la politique. Je vais revenir très, très rapidement en fait dans la politique de sécurité. Ça, c'est quelque chose que j'ai peut-être, je ne vous ai pas montré. Mais ici, par exemple, si je sélecte très rapidement cette règle, il y a quelque chose qui est important, c'est ça. Generate violations only when fixed versions are available. Ça veut dire, s'il n'y a pas de fixe, là, du coup, X-Ray détecte quand même la CVE, détecte quand même la vulnérabilité, mais ça ne va pas conduire en fait à une violation qui sera du coup reportée dans une watch, etc. Vous avez raison, je pense que c'est ce que vous avez en tête, c'est aussi se concentrer sur ce qu'on peut fixer à très très court terme. Donc c'est comme ça en fait qu'on Alors, on va dire